Ok, bon, alors là, il est donc 8h05, on va commencer. Donc, bonsoir à tout le monde. Shavuot tov à tous. Vous m'entendez? Ok, d'accord. Faites un coup pour oui, deux coups pour non. Et je prends ça pour un oui alors. Donc, merci d'être venu, d'avoir pris de votre temps à une heure pareille. Donc, on va, comme je l'ai expliqué, on va avoir une petite réunion sur un webinaire sur le domaine du crédit immobilier, de la mashkenta. J'emploie beaucoup ce mot, donc ceux qui ne sont pas familiers avec le mot en hébreu, c'est une mashkenta, donc un crédit immobilier. On va passer en revue plusieurs sujets. Il y aura un temps pour les questions entre chaque paragraphe, on va dire. Et puis à la fin, il y aura quelques surprises. Donc, commençons. Alors, on va commencer par une courte présentation. Je ne sais pas si tout le monde me connaît ou on va déjà rencontrer. Alors, je m'appelle Shlomo El Maleh. J'ai fait ma LIA à l'âge de 19 ans en 95, directement après un an après le bac. J'ai intégré le Technion en faculté d'électronique. Il y en a qui se connectent. Alors, je les accepte. Voilà. En faculté d'électronique. Et avant de commencer mon service militaire, j'ai intégré en fait directement après 4 ans d'études en ingénierie la marine en tant qu'ingénieur pendant quasiment 7 ans. J'ai suivi beaucoup de projets sur les bateaux. Suite quand j'ai quitté l'armée, j'ai intégré une boîte du domaine de la défense qui s'appelle Elbit System, aussi à Haïfa. J'habite à Haïfa, si je n'ai pas précisé. Et j'exerce là-bas dans le domaine des drones pour l'armée de l'air, pour Khel Avir. C'est un domaine que j'exerce depuis déjà plus de 16 ans. Euh, Aujourd'hui, ça fait maintenant un an on va dire en- à 50, à mi-temps. Voilà, à mi-temps. Il y a 3 ans, en fait, j'ai participé à un séminaire, moi et ma femme, sur un séminaire pour faire une petite remise à pied au niveau de gestion budgétaire. Il y a un très, très grand manque d'éducation financière en France, j'imagine. En Israël, c'est très, très, très euh, palpable, on va dire. Et suite à cette formation, qui m'a fait découvrir beaucoup de choses que je ne savais pas, que je n'avais jamais appris, donc j'ai décidé de faire une formation de coach en gestion de budget familial. Et j'ai aussi ensuite fait une formation sur le méthode de consultant courtier en crédit immobilier, parce que quand on veut aider une famille à se mettre sur pied, à bien savoir se gérer, la composante du crédit immobilier est tellement importante qu'il faut savoir aussi la gérer. Donc, c'était pour moi l'occasion de voir un budget familial de façon complète. Et depuis que j'exerce dans ce domaine-là, j'ai eu donc l'honneur de passer dans plusieurs conférences sur des sujets, aussi bien la radio que des webinars. J'étais aussi, je participe au salon eCube à Paris et Marseille. Je pense que beaucoup m'ont rencontré dans des salons. Et en général, les webinaires que j'ai fait, c'était surtout en hébreu. J'ai fait quelques apparitions à Kalita, à la radio à Haïfa. Et j'ai été invité dans différents webinaires en hébreu et en français. Donc, avant de commencer le vif du sujet, on va faire une petite parenthèse sur un sujet qui m'est très, très à cœur, une sorte d'introduction à, à notre sujet, sont en fait les défis de la gestion du budget. On connaît tous, j'imagine, autour de nous ou par nous-mêmes, des gens qui ont une difficulté à gérer leur budget familial et à savoir d'avoir gardé la tête au-dessus de l'eau, comme on dit en hébreu. Et cela, ça vient de par il y a plusieurs symptômes et plusieurs raisons. Première chose, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un grand manque d'éducation financière. Les gens ne savent pas gérer, ne savent pas comment est-ce qu'on gère un budget. Ça arrive à une sorte de peur d'affronter son compte en banque. Les gens ne veulent pas même pas regarder le compte en banque où ils en sont. Et puis, on est tous devenus très, très croyants, très pieux quand ça arrive au compte en banque. On préfère prier que tout aille bien. Ça engendre une sorte d'habitude à la consommation. Les gens vivent d'un prêt à l'autre. Il y a vraiment des gens sont accros au crédit à la consommation. Et c'est une chose qui évidemment, très souvent sort de contrôle. Et souvent des familles qui cumulent des dettes et des dettes. Et c'est un vrai tourbillon. Évidemment, ces choses ont un impact sur la vie, sur la qualité de la vie. Ce sont des soucis, des tensions, des disputes au sein de la famille. Donc, on a une obligation face à ces constatations de savoir gérer nos finances. Et la gestion des finances doit faire partie de nos priorités. On accorde des ressources et du temps de l'énergie et de la pensée et de la réflexion à beaucoup de choses dans notre vie. Et gérer nos finances doit faire partie de, de notre emploi du temps
sans devenir non plus obsessif, mais ça fait partie de notre gestion au quotidien. Donc voilà, après par cette introduction, on va commencer le vif du sujet. Alors, à quoi sert une mashkenta? Ça peut peut-être paraître une question bête, mais en fait, elle n'est pas si bête que ça, parce que tout le monde sait que, évidemment, ça sert à acheter un bien immobilier. Alors, tout d'abord, une mashkenta, c'est quoi en fait? Pour faire pour une remise à niveau, pour qu'on soit tous au diapason, une mashkenta, c'est en fait un accord entre nous et la banque. La banque nous accorde, nous vend de l'argent sous certaines conditions en prenant comme garantie un bien immobilier et évidemment, c'est après qu'on doit rembourser, évidemment, et malheureusement, mais il y a une garantie qui permet d'avoir donc des conditions qu'on ne peut pas avoir pour un prêt à la consommation normale, à savoir ces conditions ces bonnes conditions sont en fait aussi bien la durée que les taux qu'on peut avoir, puisque évidemment, il y a un bien qui sert de garantie et auquel cas, Dieu ne plaise, la banque prend une saisie et se rembourse son propre prêt. Donc, à quoi sert une mashkenta? Évidemment, acheter un bien immobilier. Ça peut servir aussi à financer des travaux. Très peu de personnes le savent. Et quand on veut financer des gros travaux, on peut, dans un bien qui est en notre possession, utiliser euh, ce bien-là comme garantie et même faire introduire la valeur finale du bien une fois les travaux finis pour pouvoir obtenir un crédit. Ça peut aussi servir à couvrir des dettes, chose qu'on rencontre malheureusement très souvent. Des gens qui ont pris beaucoup de crédits à la consommation qui paraissent anodins et tout naïfs au début, mais étant donné que ces prêts sont de très courte durée, il en résulte un remboursement mensuel très très élevé et les gens ont beaucoup de mal après à rester au niveau de leur gestion. Donc, on peut utiliser une mashkenta pour prendre toutes nos dettes et les étaler sur 20, 25, 30 ans et à ce moment-là, mettre un peu d'oxygène dans notre budget familial. Autre chose, on peut aider un proche parent à acheter un bien. On peut faire ce qu'on appelle un effet de levier. Quelqu'un qui a un bien en sa possession, il peut aider ses enfants qui sont dans leur premier pas, dans leur début de leur vie, à acheter un bien. S'ils n'ont pas un apport initial, on en parlera plus tard, s'ils n'ont pas un apport initial suffisant pour commencer à acheter leur premier bien, alors nous, les parents, pouvons hypothéquer un bien en notre possession pour obtenir un crédit qui leur servira à eux d'acheter leur bien. J'ouvre une petite parenthèse parce que ce sujet d'effet de levier a subi quelques changements à la régulation de la Banque centrale d'Israël ces derniers mois. C'était quelque chose qui était praticable de façon courante pour n'importe quel investissement. Ça a été limité et on peut faire ça maintenant que pour un très très petit nombre d'applications, entre autres pour aider un proche parent, donc un enfant, un frère, un soeur ou les parents. Et autre application, un prêt hypothécaire inversé. C'est quelque chose qui n'est pas très, très à la mode, on va dire, en Europe. Ça vient surtout des États-Unis, aussi de l'Angleterre. Et en Israël, ça marche de plus en plus. Il s'agit pour les gens âgés de plus de 60 ans qui ont un bien en leur possession et qui aimeraient avoir ou une augmentation de leur rente, donc leur retraite n'est pas suffisante. Donc, ils peuvent faire un effet de levier sur un bien en leur possession pour obtenir un prêt, d'une certaine somme. C'est très, très différent du crédit immobilier classique. À l'occasion, peut-être qu'on fera un webinaire ou une conférence dessus s'il y a des intéressés. Mais ça permet aux gens ou d'avoir des rentes en plus ou d'avoir une somme pour aider leurs enfants, pour partir en vacances, pour profiter de leur retraite, si on va dire leur retraite ne leur suffit pas. Donc ça, c'est une solution qui est très adaptée aux gens au-delà de 60 ans. On en parlera un peu plus tard. Alors, première chose, il faut connaître connaître le monde des banques. Évidemment, on ne peut pas les contourner, même s'il y a quelques exceptions, mais il faut apprendre à connaître le monde des banques. Alors, la banque, ami ou ennemi, alors évidemment, c'est un titre un peu provocatif, mais évidemment, elle n'est ni amie ni ennemie. On va pas comprendre. Il faut comprendre que dans la relation entre la banque et le consommateur, il y a des intérêts partagés. À savoir, la banque, elle, cherche à vendre absolument. Finalement, la banque, c'est un magasin dont le but est de vendre de l'argent. Donc, elle cherchera à vendre le plus d'argent possible au, au tarif le plus élevé. De l'autre côté, le consommateur, lui, a besoin de la banque, mais il veut évidemment avoir les conditions les meilleures pour payer le moins possible en retour à la banque. Donc, la banque a besoin de nous, consommateurs, parce qu'un magasin sans client, évidemment, il court à sa perte. Et le consommateur a besoin de la banque parce qu'on n'a pas tous, évidemment, les 100% de la somme
pour acheter un bien. Donc, il faut comprendre qu'il y a une relation où chacun a besoin de l'autre, et c'est important de le savoir parce que il faut savoir quels sont nos droits. Il faut bien connaître ses droits, quels sont notre point de force par rapport à la banque, quels sont nos avantages, quels sont nos droits. Par exemple, pour un premier appartement, on a certains droits qu'il faut connaître. La banque ne vous le dira pas parce que la banque, évidemment, cherchera à faire des maximum de bénéfices. Et évidemment, c'est un commerce à tout point de vue. Donc, connaître sa propre force face à la banque. Au niveau des négociations, il y a de la concurrence. Donc, il ne faut pas penser que la banque nous fait une faveur en nous accordant un prêt. La banque a besoin de ça parce qu'il faut comprendre que le secteur du crédit immobilier, c'est un secteur énorme au niveau des bénéfices des banques. Donc, évidemment, il y a tout intérêt à ce qu'on sache que la banque, elle courra après nous si on sait bien présenter un dossier. Et donc, le banquier cherche l'intérêt de la banque. C'est souvent une erreur où on se mêle un peu les pinceaux. Quand un couple va ou une famille, quelqu'un va à la banque pour demander un prêt à la banque, alors le banquier qui va l'accueillir est toujours très courtois, très aimable. Il ne faut pas oublier que le banquier qui vous reçoit, il ne sera pas hypocrite évidemment, mais avant tout, il défend l'intérêt de la banque. Il est rémunéré par rapport à la quantité de dossiers qu'il va faire signer et par rapport aux bénéfices qu'il va amener à la banque. Donc son intérêt, lui, c'est d'être le plus rémunéré. Il est payé aussi bien à la commission, donc il sera là pour défendre l'intérêt de la banque et c'est très important de comprendre ça, que finalement il peut être très gentil, très aimable, mais il défendra les intérêts de celui qui le paye. Alors avant de commencer à comprendre ce que c'est le mashkenta, il faut comprendre qu'il y a certaines règles du jeu qui vont fixer plus ou moins comment est-ce qu'on va gérer, qu'est-ce qu'on peut recevoir et comment est-ce qu'on commence une mashkenta. Alors tout d'abord, c'est important de savoir qu'un bon prêt, c'est un prêt personnalisé selon les données d'aujourd'hui. Très souvent, les gens m'appellent, m'envoient des propositions qu'ils ont reçues d'une banque ou d'une autre, ou ils ont entendu que tel ami, tel voisin a reçu un crédit immobilier et, et sur cette condition, et ils m'appellent, ils me disent voilà, qu'est-ce que tu penses? Ou alors, c'est quoi quel est le meilleur montage? Ou c'est quoi la meilleure banque aujourd'hui? Alors, ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre parce que c'est personnalisé. Un crédit, la banque, quand elle traite un dossier, elle regarde un grand nombre de paramètres qui sont propres au dossier lui-même. Le nombre d'enfants au moins de 18 ans, les revenus, les dettes, les endettements, une tonne de paramètres. Et la banque va fixer une sorte de tarif, on va dire, à chaque dossier. Donc, on ne peut pas parler d'une formule magique qui donnerait un crédit optimal pour tout le monde. Ça n'existe pas, ça doit être fait du cas par cas. Donc, ça ne sert à rien de venir demander à poser des questions comme ça très, très générales. Quel est le meilleur prêt, c'est quoi les meilleurs taux aujourd'hui, ou c'est quoi et même les taux seront fixés par rapport à ce que la banque verra en ce même client. Est-ce que c'est un client solide, c'est un client à risque, etc. Ah, quelqu'un me dit que le son est pas terrible. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, c'est très haché. Je ne sais pas les autres. Oui, c'est très bon, c'est très bien. Ok, alors ça vient de chez moi. Ok, merci. Alors, je vais essayer de parler peut-être plus doucement, comme ça au moins ce soit un peu plus audible pour vous, Déborah. Ok, donc je continue. Donc on dit que c'est important de comprendre qu'un bon Il faut que prêt. les autres ferment leur caméra parce que ça consomme beaucoup de bandes passantes. Oui, oui, ok. Donc moi je vais laisser ma caméra avec votre permission, que vous puissiez le voir. Voilà. Ok. Donc c'est important à comprendre, un bon prêt, le seul bon prêt, c'est le prêt personnalisé et pas autre chose. Donc souvent les gens dans des forums, ils se concertent, ils font des comparaisons. C'est un peu peine perdue et ça crée beaucoup de désarroi chez beaucoup de gens qui pensent qu'on peut avoir les mêmes conditions, mais ce n'est pas comparable. OK, alors, première chose qu'il faut comprendre, c'est quel est mon apport initial. Là, j'ai une petite table. Je ne l'ai pas dit, mais bon, le webinaire est enregistré. Et ceux qui voudront, si je leur donnerai les diapos de la présentation, donc vous n'êtes pas obligé de noter. Noter, ça vous fera mieux retenir, mais ceux qui veulent, je leur enverrai avec plaisir euh, les diapos de la présentation. Donc, l'apport initial, c'est le point de départ, on va dire. Combien j'ai d'argent disponible? Et il y a pas mal c'est assez différentiel selon que vous soyez israélien ou non israélien. Quand on n'est pas israélien, et là, il faut voir aussi au niveau fiscal, on peut être résident à l'étranger, mais avoir la nationalité israélienne. Donc, il faut voir au cas par cas. Quand on n'est pas israélien, on a
l'apport initial doit être au moins de 50%. On verra après quelles sont les possibilités qu'on a pour surmonter cette limite, mais on va dire de façon basique, il faut avoir 50% d'apport initial. Quand on est israélien, résident ici, alors il y a une distinction. Si c'est mon premier appartement, il me faudra minimum 25%. C'est-à-dire qu'il faudra 75% de crédit immobilier. Quand je suis un premier appartement en transition, savoir j'ai un appartement, je vais comment dire, le vendre pour en acheter un autre. À savoir, au bout du compte, j'aurai un seul appartement et pour l'instant, j'ai 2 appartements entre les mains, donc je n'ai pas encore vendu le mien, mais je suis déjà en train d'acheter. La banque voit cette transition comme étant un léger danger, on va dire, que je ne le vende pas peut-être dans l'immédiat. Donc, elle me donne elle m'oblige à amener au moins 30% d'apport initial. Et donc, il me faut donc 70, pour le crédit, ce sera de 70%. Quand c'est le second appartement et au-delà, la Banque centrale d'Israël voit ce type de personne comme étant un investisseur et pas un consommateur. Donc, elle m'oblige, comme quelqu'un qui n'est pas israélien, à amener minimum 50% d'apport initial. Une petite astérisque à ce que je viens de dire, c'est ce que la Banque centrale d'Israël impose aux banques. Autre Allô, chose. bonjour. Oui, juste, je me permets, est-ce que pour être très rapide, est-ce qu'après vous pouvez envoyer un récapitulatif? Après, ça peut être intéressant pour un récapitulatif, une proposition pour chaque participant de crédit, parce qu'en effet, c'est pour faire. Hein, l'objectif, c'est de faire, voilà, de le faire. Donc, est-ce qu'on pourra après avoir les modalités pour le faire? Alors, pour la session des questions personnelles, on verra ça peut-être après ou en perso. De toute façon, j'ai dit il y a quelques minutes que ceux qui voudront, je leur enverrai les diapositive de la présentation. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous arrêter quelque chose, je l'enverrai. Et après, on verra pour les Merci, Chaumont. avec plaisir. Je Très remets bien. tout le monde en mute, comme ça, on évite les bruits de fond. OK, donc je continue. Autre règle, quelle est la durée de mon prêt? La banque va me limiter à 30 ans de prêt, donc l'étalage du prêt, ou jusqu'à 80 ans. En général, ça c'est sur on va dire, officiellement c'est l'âge de 80 ans, mais en général, elle va me limiter un peu avant, 75, 76. Mais encore une fois, ça dépend des dossiers. C'est pas, on va dire, ils ne sont pas, c'est pas strict. Chaque dossier peut être présenté et un dossier qui sera solide, on a toujours une marge de gestion. Autre point important, le plafond de remboursement mensuel. Alors, la Banque centrale d'Israël va me limiter par rapport à mes revenus en tant que famille, mes revenus nets, à 30-40% d'endettement, donc de mes rentrées qui sont disponibles. Prenons un exemple. Si un couple gagne, on va dire 20 000 shekels par mois net, et une fois qu'on a déduit tous les crédits à la consommation existants, oui, la banque a l'autorisation pardon, ouais, j'ai raté quelque chose dans l'exemple. Oui, si ils ont 5 000 shekels de crédit par mois, c'est-à-dire que leur rentrée, le revenu de base de calcul sera de 15 000 shekels. Dessus, la banque dira, OK, sur ces 15 000 shekels, je t'autorise entre 30 et 40% de remboursement sur une mashkenta. Donc ça, c'est important de savoir que c'est un des critères qui va limiter ou qui va définir quelle est ma marge. Autre, on va dire, une sorte de règle du jeu, le rapport 100 000, 500, à savoir que pour chaque 100 000 shekels que je vais emprunter à la banque, sur une période de 20 à 25 ans, je vais rembourser 500 shekels par mois. Ça veut dire que si je prends un crédit de 900 000 shekels, alors il faudra prévoir un remboursement d'environ 4 500 shekels par mois. Je dis sur 20 à 25 ans, ça dépend évidemment des conditions et des négociations, mais c'est quelque chose à prendre en compte pour avoir grosso modo une idée de quel prêt je pourrais avoir. Ok, donc une fois qu'on a pris tous ces paramètres en considération, on pourra fixer quel sera mon budget, comment je pourrai rembourser par rapport à mon apport initial, quel est le prix du bien que je pourrais avoir. Maintenant, un sujet important, j'ai dit tout à l'heure que la Banque centrale d'Israël impose certaines régulations et certaines limites et certaines contraintes aux banques, mais il existe évidemment des alternatives aux banques. Alors, c'est un sujet très, très, très important pour les gens qui sont en dehors d'Israël, pour la bonne raison que quelqu'un qui n'est pas israélien ne pourrait avoir que maximum 50% de crédit, et souvent, ça crée on va dire, une impossibilité de concrétiser un achat. Alors, des alternatives se sont montées au monde banquier, créées en fait par différents corps. Il y a des groupes d'assurance. On verra après quelques exemples
de corps assez connus en Israël. Il y a des prêts sociaux, aussi des groupes financiers qui proposent des crédits immobiliers qui ne sont pas des banques. Pourquoi c'est intéressant? Parce que la Banque centrale d'Israël, quand elle impose une régulation, cette régulation ne marche que pour des banques. Donc des corps qui ne sont pas des banques, oui, eux n'auront pas cette même régulation. On verra après de quoi il s'agit, où sont les avantages et inconvénients. Alors, pour qui c'est intéressant, ce genre d'alternative aux banques? Alors, tout d'abord, on l'a dit, pour les gens qui ont un apport initial limité ou qui ne peuvent pas avoir, comme les étrangers, un crédit important, donc c'est limité à 50% de crédit. Pour les investisseurs qui veulent absolument avoir plus que 50% de crédit. Les gens qui sont en dehors du système bancaire, on a parlé au début qu'une mashkenta peut servir à remettre sur pied des gens qui sont entrés dans des grosses difficultés financières. Donc, des gens qui ont eu des problèmes avec la banque, on fait une sorte de processus de remise sur pied, on les sort de la banque, on fait une gestion des finances dans un système extra-bancaire et une fois que 2-3 ans sont passés en fonction de la gravité du dossier, ils peuvent revenir faire avec feuille blanche, on va dire, revenir à la banque. Donc, ces alternatives aux banques, l'extra-bancaire sert beaucoup pour ce genre de personnes-là. Et aussi, comme on l'a dit il y a quelques minutes, pour les gens âgés de plus de 60 ans, pour le prix hypothécaire inversé qui est proposé par ce genre de groupes qui sont des groupes extra-bancaires. Voilà, on l'a dit. Maintenant, quels sont les avantages? Il y a plus d'avantages, on l'a dit. D'abord, c'est la régulation. La Banque d'Israël ne peut pas toucher, ne peut pas leur imposer la régulation dont on a parlé. Certains groupes extra-bancaires proposent jusqu'à 40 ans d'étalage du crédit. Certains groupes aussi proposent jusqu'à même 85% de la valeur du bien. Et souvent aussi en seconde signature. De quoi il s'agit? Quand je prends un crédit, mon appartement, un crédit hypothécaire, mon appartement, mon bien sert de garantie. À savoir, je vais à la banque, je demande un crédit, et la banque se pose en première signature, à savoir si je n'arrive pas à rembourser mon crédit, la banque dira pas de problème, je ne suis pas fâché, on prend le bien, on le vend, et je suis la banque est le premier, on va dire, dans la file d'attente à pouvoir récupérer l'argent. Ces groupes extra-bancaires peuvent proposer un crédit supplémentaire au-delà de la banque. Oui, ce qu'on appelle la seconde signature. Ils seront en seconde position. Si malheureusement il y a un problème et qu'on doit vendre le bien, à ce moment-là, la banque prendra ce qu'elle doit récupérer et ce groupe extra-bancaire passera en seconde position. Et ce qui restera, s'il reste quelque chose, eh ben, à ce moment-là, ça ira pour elle. Autre avantage, reconnaissance des revenus. Souvent, les banques sont assez rigides, on va dire, sur quel revenu elle va reconnaître dans le calcul des revenus d'une personne, d'une famille. Les groupes extra-bancaires sont en général plus souples. Savoir si quelqu'un a déjà un appartement, qu'il reçoit une location. Les banques souvent ne reconnaissent pas ou pas dans leur intégralité. Les groupes extra-bancaires sont un peu plus souples. S'il y a des revenus qui ne sont pas forcément déclarables, alors il y a des choses qui sont un peu, on va dire, une certaine marge de souplesse. Aussi, accepter des biens qui sont un petit peu limites. À savoir, souvent, il y a des biens qui ont été construits il y a très longtemps, où il n'y a pas toujours les autorisations de permis de construction, les dossiers sont vieux et n'ont pas été mis à jour, les banques sont un peu plus à cheval sur ce sujet-là. Les groupes extra-bancaires, eux, sont plus enclins à faire on va dire des réductions, on va dire. Autre avantage, donc on l'a dit, accepter des clients problématiques. Comme à savoir qu'on l'a dit un peu plus, il y a quelques minutes, les gens qui ont un problème financier, qui ont coulé sous les dettes et que la banque leur a fermé leur compte, les a limités, ils vont devoir passer 2 ans en dehors de la banque pour que la banque les réaccepte. Donc, ça, c'est un avantage, qu'il y ait toujours une solution, peut-être pas toujours, mais au moins une possibilité de se remettre sur pied. C'est pas en dernier recours, ces groupes-là et ces corps-là existent pour proposer des solutions. Report de paiement sur plusieurs années convient pour payer, évidemment. On fait ça de façon consciente et responsable. On calcule combien de remboursements par mois on peut payer. Souvent, ça nous aide quand on sait qu'une certaine partie, on peut rembourser reporter le paiement sur plusieurs années. On peut des fois reporter uniquement le capital. On paye que la partie des taux et intérêts pendant une certaine période. Des fois, ça peut être 2, 3, 4, jusqu'à même 7 ans des fois. Et après, payer ce qui reste
sur les 20 à 25 ans qui restent à payer, ou des fois ce qu'on appelle la formule ballon, pour ceux qui, mettons, ont un problème financier, un problème avec la banque, ils doivent passer 2 ans, 3 ans en dehors de la banque. La formule ballon, c'est à savoir, je prends, mettons, un crédit de 1 million de shekels, je dois, sur 2 ans, on va dire, la période de mise sur pied, de remise à niveau au niveau financier, au niveau bancaire, la banque le groupe extra-bancaire me laisse payer uniquement les taux et intérêts pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, je vais devoir payer d'une seule traite le million que j'ai emprunté. Et à ce moment-là, donc, en général, je le fais un passage à la banque. Et une fois que donc ça, c'est important de faire ça avec beaucoup de responsabilité. Rapidité, c'est un des avantages. Comme on verra ça un peu plus tard. Les banques, un dossier Mashkenta prend un certain nombre de semaines. Ça peut être 1 mois et demi, 2 mois, ça dépend de la complexité du dossier. Le groupe extra-bancaire, eux, excellent, on va dire, dans leur rapidité parce qu'ils ont beaucoup moins de bureaucratie, ils sont en général beaucoup plus jeunes et dynamiques. Sujet des polices d'assurance. Autre avantage, on verra ça un peu plus tard, les banques exigent, parmi les garanties qu'elles demandent pour libérer l'argent, pour libérer les fonds du crédit immobilier, de prendre des assurances, de souscrire des assurances, assurance décès, assurance tout risque sur le bien. Les groupes extra-bancaires ne demandent pas toujours de police d'assurance. On verra qu'en général, comme ils sont beaucoup plus chers que la banque, donc leur modèle économique les fait gagner déjà par les taux qu'ils pratiquent. Inconvénient, alors qu'on a dit les taux pratiqués, si pour une banque, les taux peuvent aller de 2, 3, 4%, on va dire, en fonction de différents paramètres. Pour ce qui est de l'extra-bancaire, dans le meilleur des cas, c'est à partir de 5%, ça peut aller jusqu'à 7, 8, même au-delà, en fonction évidemment si c'est quelqu'un qui a un gros problème avec sa banque. Donc, ça sera même au-delà des 8-9% des fois, ça dépend évidemment du cas par cas, mais c'est un inconvénient. Autre inconvénient, les frais d'ouverture de dossier. Dans les banques, les frais sont assez bas relativement, on va dire. Oui. Dans les groupes extra-bancaires, l'ouverture de dossier est assez élevée. Ça peut être 1,5% jusqu'à même des fois 2% en fonction du dossier. Ça peut être des fois un frais de dossier qu'on paye par an. Ça peut être 1% par an en fonction de la somme qu'on a pris. Donc, évidemment, c'est là-dessus qui gagne. On a dit aussi formules de prêt qui sont limitées. Je ne veux pas rentrer maintenant dans toutes les formules de prêt. Qu'est-ce qu'ils ont en Israël, ça risque peut-être de vous embrouiller et d'être un peu trop technique. Mais on a parlé de la formule ballon, qui est évidemment nécessaire pour ceux qui ont eu un gros problème avec la banque. Pourquoi ça s'appelle un ballon? Parce qu'un ballon, finalement, au final, en général, ils explosent. Donc, quand on prend un crédit avec formule ballon, j'ai pris 1 million de shekels, sur 2 ou 3 ans. Au bout de 3 ans, je dois m'assurer que j'aurai ce million de shekels à la rembourser. Donc, ça explose, donc c'est un danger. Donc, il faut faire attention à ça. Pourquoi ce sont des formules de prêt limitées? Parce qu'en général, les groupes extra-bancaires, quand ils donnent un crédit, ils donnent une seule formule de prêt, ou un taux fixe indexé, ou un taux indexé sur le prime, donc le taux de la Banque centrale d'Israël. On n'a pas vraiment beaucoup de possibilités de montage comme il existe avec les banques. On est un petit peu, on va dire, prisonnier de leurs conditions. Inconvénient, donc le passage à la banque. Évidemment, comme on a dit, c'est un crédit qui est assez cher et on veut tout faire quand on fait un montage intelligent pour transférer ce crédit le plus vite possible à la banque pour gagner en conditions. Maintenant, quand on veut passer ce crédit-là à la banque, il y a en général une période de blocage. Le groupe extra-bancaire en question me dira, pas de problème, tu veux transférer sans pénalité, mais tu devras attendre 1 an ou 2 ans, chacun avec ses conditions, évidemment, ses critères, mais je suis bloqué, entre guillemets, je suis marié avec ce groupe extra-bancaire pendant au moins 1 an ou 2. Et quand je le transfère à la banque, souvent, il sera fiché ou titré comme étant un crédit à la consommation et pas un crédit à l'immobilier. Si, mettons, j'ai fait un effet de levier dans un groupe extra-bancaire pour acheter un bien, il faudra que je veille bien à ce qu'il soit tracé comme étant un crédit non pas à la consommation, mais à l'immobilier, pour avoir donc des conditions meilleures à la banque. Pour que vous compreniez à quel point c'est un monde qui se développe, donc l'extra-bancaire se développe, là j'ai mis une dizaine de groupes qui proposent ce genre de prêts. Certains sont connus comme Menora, Arel, Clal, qui sont des groupes d'assurance qui sont très très connus en Israël, à Yalon aussi. Et après, il y a des
des prêts sociaux comme Taria, BTB qui sont aussi. Et donc, il y en a au moins une vingtaine, si ce n'est pas plus, sur le marché. Et chaque fois, la concurrence est telle que ça comme des champignons. Donc, ça prouve qu'il faut être à la page et comprendre que aujourd'hui, on a un énorme choix. Il faut bien savoir comment faire ça intelligemment et comment gérer aussi bien entre la banque que l'extra-bancaire. Alors maintenant, je fais une petite pause si j'ai des questions. Le prochain paragraphe, ce sera en fait une liste d'erreurs qu'il est important de connaître pour ne pas faire quand on va prendre un crédit immobilier. Voilà, comme vous voyez sur l'animation, c'est prendre des fois beaucoup d'argent et jeter par la fenêtre. Donc, ce serait dommage que vous ne soyez pas au courant des erreurs classiques et critiques. Donc, si vous avez des questions, on fait une petite pause. Maintenant, je pourrais boire un petit peu parce que je parle beaucoup. S'il n'y a pas de questions, ben, je vais embrayer. Donc, je finis mon verre d'eau et on continue. Oui, Shlomo, moi j'aurais une question. Oui. Alors peut-être une question bête, mais je crois comprendre qu'il n'y aurait que la possibilité d'hypothéquer donc un bien déjà en notre possession pour pouvoir acheter un autre bien sans apport. C'est possible, mais c'est risqué. Parce qu'au bout du compte, quand on veut acheter un appartement, on va dire sans quelqu'un qui n'a pas de liquidité, c'est possible, mais c'est-à-dire qu'il aura 100% de la valeur du bien qu'il veut acheter à rembourser. Et il faut s'assurer, faire un calcul de risque. Ça se fait, ouais, au niveau théorique, tous les ustensiles existent pour pouvoir le faire. À savoir, je prends un crédit hypothécaire sur le bien que je vais acheter, mettons, on va être limité à 50%. Sur un bien que j'ai déjà, je peux hypothéquer pour avoir mon apport initial et je peux prendre encore un supplément sur celui que je vais acheter en extra-bancaire pour compléter. Évidemment, c'est se mettre en danger financier qu'on fait ça de façon irresponsable ou pas suffisamment calculé, il faut toujours prendre des marges. Mais oui, ça peut se faire. Je recommande jamais de le faire vraiment. Évidemment, chaque dossier il doit être épluché, étudié, analysé comme il faut, mais ça se fait. Et les gens qui ont l'habitude d'investir, évidemment, la notion de base de l'investissement, c'est toujours d'utiliser l'argent des autres, et pas son argent à soi. Donc, ceux qui peuvent, évidemment, faire effet de levier, c'est le principe de base d'un investisseur. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe à la suite. Ok, bon, alors je passe à la suite. Voilà, je vous mets en mute, Jonathan, comme ça. Voilà. Une question, s'il vous plaît. Mais avec plaisir, je suis là pour ça. Finalement, vous m'entendez là? Absolument. Finalement, quel est l'apport minimum qu'il nous faut pour engager une opération immobilière en faisant appel aux banques ou aux groupes alternatifs, etc. On peut acheter un bien avec un minimum de combien? D'accord. Alors, de façon raisonnable. Ok, alors de façon raisonnable, voilà. De façon raisonnable, on va dire, si quelqu'un n'a pas déjà de bien à sa possession en Israël, alors le maximum de crédit qu'il pourra avoir en faisant un montage bancaire plus extra-bancaire, il fera minimum 15% d'apport initial. Comment ça, ce montage-là? Il aura 50% par la banque et encore 35% par un groupe extra-bancaire. Pas tous ne permettent évidemment ces 35% supplémentaires, mais ça se fait. Donc, si on veut être raisonnable… Et pour quel coût est-ce que le coût de ce montage est raisonnable? Qu'est-ce que vous appelez? Si le point de comparaison, c'est les taux pratiqués en France, alors non, ce n'est pas raisonnable. Comme je l'ai dit précédemment, les taux de la banque, donc des 50% par le crédit pris à la banque, pourront varier en moyenne. Ça dépend du montage, ça dépend de beaucoup de paramètres, mais on va dire entre 2 et 4% en moyenne. Quand on passe à l'extra-bancaire, j'ai dit c'est minimum 5% pour les dossiers les plus solides, sans prendre un crédit trop élevé. En général, ça tourne plus autour des 6 et des poussières. 6,5, 7, ça Donc dépend des dossiers. Ça fait une moyenne de combien? De 3-4% globalement? 50% par la banque, ça sera entre 3 et 4, plus ou moins. Si on ajoute encore 35% dans les 6%, donc on arrive bien dans les 5% et demi, on va dire comme ça, pour une marge de sécurité.
Et encore une fois, je dis, ni la banque ni le groupe extra-bancaire ne sont obligés d'accepter le maximum d'endettement que je demande, c'est-à-dire de crédit. La banque ne pourra pas me demander forcément 50%, elle ne sera pas obligée de me l'accepter, ni le groupe extra-bancaire les 35% que je demande. Pour eux, ça sera toujours un risque d'aller au maximum, de tirer la corde au maximum. Évidemment, si quelqu'un a un dossier solide, alors il pourra, évidemment, chaque dossier sera traité au cas par cas. Mais moi, en général, sauf vraiment cas spéciaux et bien particuliers, je recommande jamais de délai au maximum. On verra aussi, pour une autre raison tout à l'heure, il y a toujours des surprises moi, j'aime bien que mes clients dorment tranquillement la nuit et moi aussi, je veux dormir tranquillement la nuit, que je n'ai pas mis en danger des clients. Donc, pour résumer votre question, c'est minimum 15% d'apport initial, mais c'est donc un danger. À ce moment-là, ça nous mettrait sur des taux moyens en moyenne de 5% et demi pour être, on va dire, avec une marge de sécurité. Donc, si j'ai répondu à votre question, sinon, dites-moi. Parfaitement, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions sur ce qu'on a dit jusqu'à présent, alors je continue sur les erreurs à ne pas faire. OK, je continue alors. Je vais te mettre tout le monde en sourdine, vous m'excuserez, comme ça au moins il n'y aura pas de bruit de fond. Voilà. OK, alors, première erreur, de ne pas planifier, donc se jeter à l'eau sans planifier à l'avance. Alors, il y a plusieurs choses à planifier à l'avance. Tout d'abord, il faut comprendre qu'un budget familial, ça demande une planification à long terme, un programme à long terme. Aussi bien ma mashkenta qui fait partie de mon budget familial. À savoir, je vais peut-être dire des choses qui risquent de paraître un petit peu exagérées, mais après, il faut trouver donc un point plus raisonnable. Important de prendre en compte quelles seront mes dépenses prévues et prévisibles dans les 10, 20 prochaines années, même si en général, je m'arrête à 10 ans en avance parce qu'au-delà de 10 ans, on ne peut jamais vraiment savoir ce qui va se passer. À savoir quelles sont mes grosses dépenses, on va dire les grosses dépenses qui sont vraiment conséquentes. À savoir, je vais aider mes enfants pour leurs études supérieures, j'aurai des mariages, bar mitzvah, bat mitzvah, vacances, acheter des voitures, travaux, déménagements, tout ça. Donc, si je sais à l'avance que j'aurai des grosses dépenses que je peux déjà plus ou moins quantifier, donc il faut les prévoir, mettre ça sur la ligne du temps et prendre ça en considération. Quel est mon apport initial? On en a parlé, c'est important de savoir et de ne pas se faire une fausse idée. Un apport initial, il est disponible, je peux l'utiliser dès maintenant et pas, on va dire, placé à la banque, placé dans des monnaies crypto ou je ne sais quoi. Un apport initial qui n'est pas sous ma main, qui n'est pas dans mon compte en banque, il faut comprendre que c'est un danger. Autre erreur que les gens font, donc un manque de planification, c'est quel est mon véritable budget? Alors, pour reprendre votre question précédente, quand je viens prévoir mon budget, donc mon apport initial, il faut aussi prendre en compte quels sont les frais annexes. C'est encore plus important quand on est étranger, à savoir non israélien, parce que les frais annexes sont plus élevés que quelqu'un qui réside en Israël. Surtout, on en a parlé pour ceux que j'ai rencontrés durant le salon eCube, ce qu'on appelle la taxe à l'acquisition, qui, pour un étranger, est d'emblée de 8% du premier shekel. Okay, donc, c'est important à comprendre. Il y a beaucoup de frais annexes, comme l'agent immobilier, pour ceux qui passent par l'agent immobilier, avocat, notaire, donc les taxes à payer, ouverture de dossier, on en a parlé précédemment, banque ou extra-bancaire, ce sont des frais qui se cumulent à quelques milliers de shkalim à chaque fois, les frais d'inscription au cadastre, au registre des hypothèques, donc les assurances, évidemment, comme on en a parlé, travaux, déménagements, tout ça, ça chiffre beaucoup. Et c'est très important de comprendre que le crédit immobilier que la banque me donnera ne couvrira pas ces frais annexes. Ça fera partie forcément, ça sera sur le compte de mon apport initial. Donc, quand je crée mon budget, prendre en compte que ces frais annexes seront déduits de mon apport initial. Combien rembourser par mois? C'est très important de s'asseoir, de calculer, de bien voir quelles sont mes rentrées, mes dépenses par mois, combien je peux dépenser. C'est très important de comprendre que chaque remboursement, chaque 100 shekels ou 200 shekels que je pourrais rembourser en plus par mois vont créer à la longue une énorme différence sur ce que me coûtera le crédit à la longue. Donc, moi, j'incite les gens, entre guillemets, à rembourser le plus possible dans une mesure raisonnable, évidemment, d'un pourcentage d'endettement. Comme on l'a dit précédemment, la banque autorise entre 30 et 40% de pourcentage d'endettement.
En général, moi, j'essaie de limiter les gens à 25% pour qu'il y ait toujours retomber sur ses pieds et d'accepter les imprévus. Donc, mais il faut comprendre que quand on fait des simulations, ça c'est déjà l'étape d'après, qu'on fera les simulations, quand on rajoute 100 shekels, les gens voient que ça leur permet des fois de décourter sur 1 an, 2 ans, 3 ans de crédit. Et 100 shekels, ce n'est pas toujours pour ceux qui peuvent. Ça fait une différence énorme à la longue. Seconde erreur, signer un contrat avant d'avoir eu le feu vert de la banque. Donc, ce qu'on appelle un accord de principe, qu'on appelle en hébreu le ishur ekroni. C'est très important, tout d'abord, avant de signer un contrat avec quelqu'un, même un contrat même une sorte d'accord de principe avec un vendeur, de rien signer avant d'avoir déposé un dossier, au moins une banque, et d'avoir un accord sur la somme qu'on demande. Pourquoi? Parce que pas tout le monde a signé un contrat, même une promesse de vente avec quelqu'un. Au niveau juridique, ça a un effet et les personnes, c'est un engagement de tous les points de vue. Mais il faut faire attention, ce ishur ekroni, donc cet accord de principe que la banque donne, d'une, ce n'est pas un engagement total de la banque, ça veut dire qu'il y a moyen de discuter, on peut discuter, et cette durée est limitée. En général, c'est limité à entre 20 et 30 jours. Donc, quand on veut faire ce premier pas, il faut savoir le renouveler pour ne pas perdre les conditions et ne pas devoir relancer le dossier à chaque fois quand on approche de la fin de la limite. Autre erreur, manquer ou de passer à côté d'informations cruciales. Très important, quand je viens voir un bien, quand je m'intéresse à un bien, vérifier le statut juridique de ce bien immobilier, à savoir est-ce qu'il était créé selon des permis de construction et les plans déposés à la mairie sont conformes à la superficie, est-ce qu'il n'a pas été divisé, est-ce qu'il n'y a pas une magouille derrière ou quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas légal. Et à ce moment-là, ça risque d'être un problème au moment où la banque va devoir libérer les fonds. Le bien sera expertisé et s'il y a un problème, la banque ne prendra pas le risque et elle accordera un crédit beaucoup plus bas. Prendre aussi en considération le coût des assurances. C'est important. Des gens qui ont, que Dieu préserve, des problèmes de santé, qui ont des traitements médicaux, une des garanties que la banque demande, c'est de prendre des assurances du montant de la somme qu'on emprunte à la banque. Les gens ayant des problèmes, des fois, le coût de l'assurance peut être très élevé. Des fois, dans certains cas, on va dire assez rare, même les assurances ne voudront pas couvrir ces personnes-là. À ce moment-là, la banque refusera le crédit. Ça, on le sait en général trop tard quand les gens ne vérifient pas ça à l'avance. Donc, c'est important de prévenir plutôt que guérir et donc de vérifier ça bien à l'avance parce que, encore une fois, si quelqu'un s'engage à signer un contrat et que on ne peut pas l'assurer, à ce moment-là, il se trouve dans l'impasse. Autre erreur classique de timing. Les gens pensent que souvent, une ashkenta, c'est comme aller acheter une baguette à la boulangerie, ça prend quelques minutes ou une semaine, non. Ça prend en général entre un mois et demi, ça peut même prendre 2 mois. Ouais, donc c'est très important de comprendre que c'est pas rapide, même quand c'est un dossier classique, sans problème, sans aucune complication. Il y a souvent des fois des fêtes, des vacances, des périodes de crise. On a vu pendant la corona, beaucoup de bureaux ont fermé complètement et donc la réception, donc les heures de réception étaient très très limitées. Moi-même, j'ai eu ça quand j'ai acheté un appartement d'investissement. Au début du corona, le dossier était traité dans un bureau. Malheureusement, le directeur de la banque est tombé malade. Au premier confinement, ils ont fermé, c'est le mystère, ils ont fermé le bureau. Par un miracle, vraiment, Dieu merci, mon dossier a été transféré dans un autre bureau à Tel Aviv. Et sinon, le bureau était fermé pendant des semaines et j'aurais été bloqué. C'est donc prenez compte qu'il faut toujours prendre des marges. Et aussi synchroniser toutes les étapes. J'ai mis un petit dessin pour exprimer ce que je veux dire. Il y a beaucoup de corps de métier qui sont impliqués dans une transaction immobilière. Il y a l'avocat, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte, l'expertise du bien immobilier. Il faut bien synchroniser toutes ces choses-là pour ne pas arriver une semaine avant, 2 semaines avant la signature à la banque et on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas commandé les documents qu'il fallait
souvent, certains documents prennent beaucoup de temps à la mairie, et si on fait pas ça à l'avance, alors on risque d'arriver à une résiliation de contrat ou d'avoir des pénalités parce qu'on ne pourra pas payer les sommes sur lesquelles on a signé sur un contrat. Donc, c'est très important d'être très prévoyant. Aujourd'hui même, j'ai un client qui m'a appelé parce qu'il a signé, il a déjà commencé à payer son apport initial et que dans 1 mois et demi, il doit payer donc les projets d'assurance par un crédit immobilier. Il m'a appelé aujourd'hui. Donc, c'est dans 1 mois et demi, ça fait juste. Et je vais espérer, on va devoir faire des miracles et donc faire jouer les gros canons, on va dire. Donc, c'est important de ne pas rentrer dans ce problème-là de timing juste. Autre erreur, c'est de faire les choses à moitié. Alors, de quoi il est question? Quand on dépose un dossier à la banque, il faut que le dossier soit parfait, complet, lisible, et pas, on ne donne pas des torchons à un banquier. Quand on dit le banquier, quand il est satisfait, ça vaut de l'or. Si je donne un dossier incomplet, il va perdre du temps sur mon dossier. Pendant ce temps-là, il aura déjà pu traiter d'autres dossiers, donc il va déjà me mettre en priorité la plus basse. Si je ne respecte pas le minimum de décence, à savoir de donner des choses, des documents originaux, au moins pas scannés ou des trucs qui ressemblent à rien. Des fois, les gens ils prennent des photos par leur téléphone, ils envoient ça, des photos d'écran. C'est illisible, c'est pas beau, c'est pas respectueux. Donc, comprenez que le banquier, c'est aussi un être humain. Il aime faire son travail comme il faut. Il veut être rapide, il veut être efficace. Donc, ne faites pas les choses à moitié, ne manquez pas des documents. Il faut être bien synchro avec le banquier. Ce qu'il demande, il faut lui fournir et pas dire bon, je compléterai, c'est pas grave, au moment qu'on commence. Non, il sera un banquier qui n'a pas ce qu'il faut, il perd du temps, ben, il préférera traiter d'autres dossiers parce que votre dossier, vous, sera une perte de temps pour lui et à part ça, ça vous oblige chaque fois à revenir, à prendre rendez-vous, vous perdez du temps et quand on est le compte à rebours quand il commence, il ne faut pas le dépasser. Autre erreur classique, et ça en Israël c'est vraiment très très dommage, les statistiques sont très 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 tristes, c'est de signer et oublier. À savoir, les gens signent une mashkenta, même s'ils ont fait toutes les choses comme il fallait, ils ont prévu, ils ont fait le montage optimum par rapport à leurs données il y a 30 ans, mais ils ont fermé les yeux, ils ont mis ça de côté, ils ont préféré oublier leur crédit immobilier et ne pas s'en occuper, de ne pas voir ce qui se passe. Alors, moi, ce que je recommande, c'est une fois par an, peut-être tous les 2 ans, de faire une vérification, faire un check-up, de voir est-ce qu'il y a moyen de faire un rachat de crédit ou on peut baisser les taux d'intérêt. Par exemple, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont très, très élevés. Donc, quelqu'un qui prend une mashkenta aujourd'hui, dans 1, 2 ou 3 ans, il se peut que les taux vont baisser. Donc, c'est intéressant de voir est-ce qu'il y a moyen d'améliorer mes conditions ou alors de raccourcir la période, à savoir, mettons, mes revenus ont augmenté depuis le temps. J'ai été peut-être jeune étudiant ou j'étais un jeune employé, j'avais un salaire bas, on va dire. Donc, j'ai pris un crédit adapté à mes revenus. Au bout de quelques années, mes revenus ont augmenté, ou mettons, j'ai moins de crédit que ce que j'avais avant, je peux rembourser plus. Donc, utilisez ça pour faire un rachat de crédit pour améliorer, le réadapter à vos besoins, vos contraintes et vos possibilités d'aujourd'hui. On peut souvent aussi rembourser une ou plusieurs formules de prêt. Donc, je ne suis pas obligé de tout rembourser d'un coup. Je peux, mettons, si j'ai une somme qui s'est libérée, j'ai eu un bonus, une prime, peu importe. Quelqu'un demande à rentrer, donc je vais l'accepter. Voilà. Donc, il est toujours possible d'avoir une certaine souplesse, on va dire, de rembourser une partie de façon anticipée. Toujours vérifier, est-ce que c'est intéressant, pas intéressant, est-ce que j'ai des pénalités, pas de pénalités. Donc, toujours voir, il n'y a aucune limite au nombre de fois que je peux faire un rachat du crédit. C'est un recyclage de crédit. Ce que je prends, je le remodule. On peut le faire de façon exagérée ou théoriquement, tous les mois, toutes les semaines, le recycler. S'il y a on va dire un intérêt quelconque et que j'y gagne, alors il n'y a aucun problème à le recycler, à le racheter le crédit, même tous les ans, tous les 2 ans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les statistiques officielles montrent que beaucoup de familles réussissent à économiser des fois plusieurs dizaines de milliers de shekalim, même des fois 100, même 200 000 shekels, quand on renégocie ces conditions. Souvent, les gens ont eu des crédits catastrophiques, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on va à la banque sans avoir fait un montage vraiment adapté et personnalisé, la banque va nous donner un montage qui est pour elle
très, très bénéfique, on va dire. Et très souvent, ça sera exposé à à l'inflation, indexé à beaucoup de facteurs qui feront que la personne paiera énormément en taux et en intérêt. Et donc, un rachat de crédit peut faire économiser beaucoup d'argent. Et même, il faut raccourcir la période. Donc, c'est important de voir, de faire cette vérification régulièrement. Et comme je l'ai dit, il y a une constatation au niveau de la statistique qu'en Israël, en général, les gens ne recyclent pas, très, très, très peu de recyclage de rachat de crédit, même s'ils peuvent, souvent par manque de compréhension, par manque les gens ne savent pas que ça peut se faire, ou aussi, il faut le dire, la complexité des fois de la bureaucratie en Israël fait que les gens préfèrent abandonner quand ils voient ce que ça leur demande et que les banques n'aiment pas quand on fait un rachat de crédit, évidemment, parce que ça veut dire qu'ils vont gagner moins d'argent. Donc, il faut mettre beaucoup d'obstacles et beaucoup de bureaucratie. Donc, ceux qui ne sont pas acharnés, qui ne sont pas déterminés, abandonnent et préfèrent laisser ça et laisser les choses se faire. Ok, donc, je suis arrivé à la fin de ma présentation. Donc, j'espère que vous avez reçu des informations précieuses dans cette courte présentation. Avant de passer aux questions-réponses, je propose le petit coin des promotions pour ceux qui ont assisté donc à cette présentation. Ceux qui étaient donc là ce soir ou qui sont passés qui le verront avant une date butoir, je propose une rencontre gratuite de diagnostic. Donc, première rencontre gratuite, c'est 40 minutes pendant lesquelles on fera une évaluation des capacités, des préférences, des contraintes pour pouvoir créer un budget et voir quelles sont les possibilités d'une personne. En général, ça ouvre les yeux sur beaucoup de points, de possibilités, de limites, des fois de bonnes surprises que les gens peuvent avoir, ainsi je ferai un bonus à la signature, dans lequel une personne décidera de prendre mes services et d'utiliser mes services pour un suivi de son crédit immobilier, alors il y aura un bonus à la signature. Mais évidemment, les bonnes choses ont toujours une fin. C'est ça pour ceux qui se réveillent jusqu'à jeudi soir avant minuit, heure française. Donc, vous voyez, le compte à rebours a commencé. Donc, pour les rapides, je vous conseille de prendre ça en considération. Donc, on va passer maintenant aux questions-réponses. Je laisse pendant ce moment-là mes coordonnées. Ceux qui veulent me contacter, je pense que vous avez tous mon mail ou mon numéro de téléphone. Juste avant cela, j'ai une petite requête, peut-être on va dire, c'est que voilà, attendez, je vais vous envoyer un formulaire si vous prendrez le temps après la présentation de remplir ce formulaire, une sorte de feedback sur le webinaire de ce soir. Donc, je l'envoie sur le chat là pour ceux qui veulent le regarder. Ceux qui veulent, voilà. Donc, ceux qui veulent le remplir, c'est un petit formulaire. Ça prend vraiment 2 minutes de votre temps. Donc, ça serait très gentil à vous de le remplir. Ok. Donc, je vais revenir sur là. Voilà. Donc, je reviens après les promotions. Donc, voilà. Donc, on va passer maintenant aux questions-réponses. Si vous avez des questions qui n'étaient pas claires, ou un sujet que vous voudriez aborder, ou même pour un prochain sujet, alors c'est le moment et tout d'abord, merci de votre attention. J'espère que vous avez reçu d'informations précieuses. Ça vous a été cette heure passée avec moi vous a apporté beaucoup d'informations. Donc voilà, je suis prêt maintenant à écouter vos questions et en attendant, je vais boire un petit verre d'eau avec votre permission. Et s'il n'y a pas de questions, alors on finira donc après le temps imparti, donc 1 heure. Et... Moi, je n'ai pas de questions, Shlomo, juste vous remercier parce que c'était très clair. Merci. Non, c'était très. Enfin, moi, en ce qui me concerne, j'ai tout bien compris. Je pense avoir bien compris maintenant. C'est vrai que c'est un peu chacun est un cas particulier, donc je pense que je vais
je vais passer à l'étape suivante pour avoir plus d'informations, quoi. Ok, avec plaisir. Analyser. Bonjour, je suis Madame Gaspard. Bonsoir. Bonsoir. J'ai malheureusement pas eu le temps de prendre votre discours à temps. J'arrive dans les dernières minutes, donc j'aurai également des questions très précises à vous poser. Et D'accord. donc, si vous permettez, je vais vous appeler tout à l'heure. C'est possible? Ok, d'accord. Maintenant, de toutes les façons, j'ai enregistré le webinaire. J'enverrai à tout le monde donc un lien pour l'enregistrement. D'accord. Pour Très bien. la voir déjà, ça sera toujours dans votre poche. J'enverrai aussi les diapositifs de la présentation pour ceux qui veulent. Je leur enverrai. Donc, Très ça gentil, permettra merci. de consulter, aucun problème. Moi, je suis pour la transparence et pour le maximum de données. Je n'ai rien à cacher. C'est un savoir que je suis prêt à partager avec plaisir. Si des questions après spécifiques, alors on pourra parler un peu plus tard. On fixera comme ça que je puisse vous dire à quel moment on pourra parler. Sinon, ce sera demain ou après-demain, sinon, ce n'est pas un problème. D'accord, très bien. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonsoir Shlomo. Bonsoir. On profite très bien d'un moment avec vous pour clarifier notre situation. On vient de faire la LIA. Du coup, c'est forcément avant ce jeudi où je n'ai pas bien saisi, ou alors on prend le rendez-vous avec vous avant on va fixer le rendez-vous. On va fixer le rendez-vous comme ça au moins. Bon, alors je vous ai écrit par WhatsApp tout à l'heure. Pas de problème. On fixera, même si pour la semaine prochaine, c'est pas un problème, vos disponibilités, mais c'est pour encourager les gens à pas reporter, puis après à laisser le train passer. Ok. Ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Merci Shlomo. Avec plaisir. Bonne soirée. Merci bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, alors on va conclure cette séquence. Si vous pouvez prendre le temps, quelques minutes, pour remplir le feedback que je vous ai envoyé sur le chat, ça me permettra de voir quels sont les sujets qui vous intéressent pour les prochaines représentations et d'avoir aussi un feedback sur moi-même, s'il y a des choses que je pourrais améliorer, préciser et toujours me perfectionner. Donc, merci à vous de prendre ces quelques minutes. C'est anonyme, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez dire ce que vous voulez. ça me vexe pas. Au contraire, je vois ça comme étant constructif. Voilà, donc merci, bonne soirée. Merci bonne bien, soirée. bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Tov. Erev Tov.